Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Ouverture houleuse de la session extraordinaire au Sénat aujourd'hui. La droite dénonce la précipitation des débats sur le logement social. Le président du Sénat et Cécile Duflot défendent l'urgence du dossier. Tout faire pour réduire le nombre des suppressions d'emplois chez Peugeot Citroën. Engagement cet après-midi de François Hollande à Rennes alors que la situation périlleuse du groupe automobile est soulignée dans un rapport. Le mariage gay ou entre deux personnes de même sexe, présenté au nom de l'exigence d'égalité par la ministre Christiane Taubira. Mais les textes s'entrechoquent. La ministre de la Ville, Dominique Bertinotti, présente son propre texte, comme d'ailleurs la sénatrice écologiste Esther Benbassa, qui sera notre invitée dans cette édition. Avec nous également Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances, et Gaëtan Gors, sénateur socialiste, alors que l'on a appris il y a quelques instants que l'on connaîtra demain, et demain seulement, le successeur de Martine Aubry à la tête du PS. Rentrée avancée donc de 15 jours des sénateurs pour traiter du logement, un dossier urgent selon le président Jean-Pierre Bel. L'opposition a dénoncé d'emblée une lecture précipitée de la réforme concoctée par Cécile Duflot. Jérôme Rabier. L'UMP est vent debout contre la présentation qu'elle juge précipitée de la loi sur le logement. À peine examinée en commission ce matin, elle arrive dans l'hémicycle et devrait être votée d'ici jeudi soir. Trop rapide pour l'opposition. Nous ne sommes pas très satisfaits. Le Sénat n'a pas l'habitude de travailler comme ça, sous la pression, les exigences du gouvernement. C'est pas du bon travail. Sur le fond, pourtant, peu de monde pour critiquer la réforme qui vise à céder des terrains publics pour y construire des logements sociaux. Autre volet qui sera discuté, le relèvement de 20 à 25% du taux de logement social dans les communes. L'ancien ministre du Logement Benoît Apparu, venu éclairer les sénateurs UMP sur le texte, demande simplement quelques aménagements. Ce n'est pas un texte sur lequel on aura une opposition lourde, farouche des sénateurs UMP. Donc voilà, on aura une position partagée en disant qu'on partage la philosophie générale du texte qui est de dire il faut plus de logements sociaux dans certains territoires, mais les modalités de mise en œuvre de ce texte ne sont pas forcément judicieuses. Si la séance a débuté sur des interventions critiques de l'opposition, très vite le président du Sénat a justifié son examen rapide et a voulu calmer les esprits. Dans un moment où notre peuple est en souffrance, nous devons faire preuve aussi, je le crois, d'un sens des responsabilités. Nous devons le faire aujourd'hui pour répondre à une urgence sociale. Et c'est pourquoi, tout en prenant acte de vos remarques, dont j'aurais dit qu'elles étaient légitimes, je pense que nous pouvons dès à présent, mes chers collègues, et dans de bonnes conditions, passer à l'examen du projet de loi. Si l'opposition a voulu marquer la rentrée, le ton est très vite redevenu apaisé pour l'examen d'un texte que le gouvernement veut voir rentrer très vite en application. Et de son côté, la ministre Cécile Duflot appelle à la mobilisation extraordinaire, a-t-elle dit, pour le logement social. La ministre du Logement propose donc la cession de terrains de l'État et le durcissement des obligations et des sanctions pour les maires. Et ce sera le débat de fond du journal de 19h demain sur cette question du logement. D'abord, sur la forme, j'aimerais, messieurs, avoir votre réaction. Philippe Marini, est-ce que vous estimez, comme certains l'ont dit à l'UMP, que le Sénat avait été maltraité ? Moi, ce qui me choque, c'est d'être à si peu de temps de l'approbation de la loi de finances par le Conseil des ministres et d'en savoir aussi peu sur les choix qui vont nous être proposés. Alors, la loi sur le logement, bon, c'est une façon d'entrer dans la session. On en dira un mot. Je ne voudrais pas être inutilement blessant, car la gestion de l'ordre du jour parlementaire est toujours particulièrement difficile. C'est vrai que le gouvernement commence par un texte qui est, me semble-t-il, assez anodin et que sa communication va bien au-delà de la portée du texte. Bon, texte anodin, on ne peut pas dire ça, puisque l'enjeu du logement social, il est considérable dans ce pays. Bon, l'opposition trouvait que ça n'allait pas assez vite. Elle s'est répandue. Aujourd'hui, il dénonce une précipitation. Le texte n'a pas été examiné en commission. Il faut que l'opposition se mette d'accord avec elle-même. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça ne va pas assez vite? On ne peut pas utiliser tous les arguments en même temps. Bon, elle cherche manifestement sa place. Bon, elle va la trouver. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler notamment du choc fiscal et budgétaire qui a été annoncé par le chef de l'État dimanche soir. Les erreurs stratégiques depuis 20 ans du groupe Peugeot Citroën pointées aujourd'hui dans un rapport qui avait été demandé par le gouvernement. La restructuration est aujourd'hui une étape obligée, mais François Hollande, qui a rencontré à Rennes des ouvriers de PSA, promet de tout faire pour limiter la casse sociale. Je vous rappelle que 8000 emplois sont menacés. Mathilde Bélanger.
L'idée était encore inacceptable pour François Hollande il y a quelques semaines, mais aujourd'hui le ton a changé. En visite à Rennes, le président a rencontré des salariés de l'usine PSA de Lajanais, visés par 1400 suppressions de postes. Elles ne pourront pas toutes être évitées, a-t-il reconnu. C'est donc un travail de tous qui doit être mené pour qu'il puisse y avoir une réduction du nombre de suppressions d'emplois. Et les pouvoirs publics feront tout pour que nous puissions réduire l'ampleur de ces suppressions de postes, notamment ici à Rennes. Car le rapport rendu ce matin par l'expert du gouvernement est accablant. Depuis 20 ans, l'entreprise a multiplié les erreurs stratégiques. Une restructuration est inévitable, estime-t-il. Le plan de PSA qui prévoit 8000 suppressions de postes et la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois n'est plus tabou. Sur le site, les ouvriers ont laissé éclater leur colère. Ils demandent au président de la République de mouiller sa chemise pour les sauver. Il a reçu pratiquement tout le monde, sauf les salariés de PSA Aulnay. Eh bien, on va y aller. La semaine prochaine, on a des choses à lui dire, on a des choses à lui remettre, nos revendications, qu'on ne veut pas être foutu à la porte comme ça. De son côté, Arnaud Montebourg veut réduire le plan social. Il devra être strictement proportionné à la situation réelle du groupe, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le ministre du redressement productif en appelle à un dialogue social exemplaire pour le renégocier. Et la Banque publique d'investissement, on le sait, l'une des promesses du candidat François Hollande, aura une capacité d'investissement et d'intervention de plus de 30 milliards d'euros en prêts et en capital, donc pour financer l'économie française, a précisé aujourd'hui le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Jean-Pierre Raffarin était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure. Il a annoncé sur notre antenne qu'il votera bien les emplois d'avenir. On le sait, c'est l'une des mesures du gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes peu ou pas qualifiés, 150 000 contrats donc, dont 100 000 qui seront proposés dès la fin de cette année. On écoute l'ancien Premier ministre. Je ne suis pas favorable à ce projet, mais je voterai le texte de loi. Je ne suis pas favorable parce que j'aurais été favorable à d'autres projets. Il y a une solution qui me paraissait meilleure, qui était de conditionner les allègements de charges liés aux 35 heures à l'embauche de jeunes en alternance, dans des vraies entreprises avec de vrais emplois. C'était ça notre perspective, c'était ça ma conviction. Mais je ne vais jamais voter contre un texte qui donne des emplois à des jeunes. Jean-Pierre Raffarin, lors de l'émission Preuve par 3, à suivre ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Dominique de Villepin, entendu aujourd'hui par les gendarmes dans l'affaire des relais et châteaux. L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir exercé des pressions en faveur de l'ancien patron de ce réseau hôtelier, Régis Bulot, un de ses amis, à qui des détournements de fonds sont reprochés. Je ne suis en rien impliqué dans cette affaire, déclare dans un communiqué ce soir Dominique de Villepin. Toujours l'attente du côté du Parti socialiste. On attend demain maintenant la désignation du successeur de Martine Aubry. Harlem Désir semble toujours avoir vu ses chances se renforcer ces dernières heures face à Jean-Christophe Cambadélis. Paul Bouffard. C'est un feuilleton qui n'en finit plus de durer. Harlem Désir, Jean-Christophe Cambadélis, seule la première secrétaire encore en poste, Martine Aubry, a la clé de leur destin. Ce soir, rien ne filtre rue de Solferino. Le nom de son successeur devait être connu à l'issue d'un bureau national, finalement annulé. En cause, la répartition des secrétariats nationaux, plus compliquée que prévu. Aux dernières heures du suspense, l'eurodéputé Harlem Désir a pourtant pris de l'avance. Il est le candidat préféré des sympathisants socialistes et des ténors de la majorité présidentielle. Un feuilleton qui aura fait parler aussi par sa procédure. Certains jugent l'élection, la désignation du nouveau premier secrétaire, digne d'un régime monarchique. Demain, un conseil national validera les motions présentées au vote des militants socialistes. On connaîtra officiellement le successeur de Martine Aubry. Ce dernier prendra son poste à l'issue du congrès de Toulouse fin octobre. Voilà nos deux invités, je vous les ai déjà présentés, on les a d'ailleurs déjà entendus. Philippe Marini, donc président UMP de la Commission des Finances, et Gaëtan Gors, sénateur socialiste de la Nièvre. Peut-être d'abord une question sur le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes impatient, vous qui êtes si critique sur la façon dont la rue de Solferino est gouvernée? J'allais dire qu'heureusement que le ridicule ne tue plus, mais je suis un peu triste pour tous les socialistes, tous mes amis, parce que ramener le parti qui a été capable d'organiser les primaires, de provoquer une telle mobilisation démocratique à une situation, ça a été dit, quasi monarchique, c'est un peu triste. C'est pas au fond le Parti socialiste dont on a besoin pour les 5 ans qui viennent. Oui, je suis un peu triste et je continuerai à le dire. Pas de langue de bois sur ce sujet. Très bien. Et vous avez quand même une préférence entre les deux finalistes, manifestement Oui, qui se soumettent au vote. Moi, qui se soumettent
soumettre au vote des militants, que chacun Oui, mais puisse être librement candidat. avant leur désignation, vous avez l'un des... Non, comment voulez-vous que je choisisse entre deux personnes qui se sont prêtées à un ballet aussi peu digne du point de vue de la démocratie? Non, malheureusement, je suis forcé de les renvoyer dos à dos. Ah, vous avez l'air de souffrir, là, comme socialiste aujourd'hui, hein? Oui, mais je suis content, la gauche est au pouvoir, elle a des responsabilités, je suis déçu, le PS n'est pas à la hauteur. Bien. Et vous, Philippe Marigny, est-ce que vous avez fait votre choix pour la présidence de l'UMP? Oui, je soutiens Jean-François Copé et contrairement au Parti socialiste, cette fois-ci, nos militants trancheront dans un scrutin démocratique. Les élus annoncent leurs préférences et les militants votent. Voilà que l'UMP va nous faire la leçon, c'est un peu triste. Martine Aubry réagit. Bon, alors voilà, j'espère qu'elle vous entend. Philippe Marigny, le tournant de la rigueur pris par François Hollande dimanche soir, vous satisfait-il? Et si non, pourquoi? François Hollande souhaite que nous restions dans l'euro. J'approuve ce choix. Et de cette stratégie dépend tout le reste. Si l'on veut rester dans l'euro, il faut être suffisamment proche économiquement parlant de l'Allemagne et il faut accepter des règles de gestion budgétaire partagées au sein de l'Union européenne, d'où la ratification confirmée, me semble-t-il, du traité européen et la loi organique à laquelle, soit dit en passant, je souhaiterais que l'opposition soit un peu plus associé par messieurs les ministres. De quelle manière je suppose vous allez voter? Non, mais on aura besoin de nos voix. Oui. Il vaudrait mieux que l'exercice... Peut-être pas tant que ça, parce qu'il faudra encore convaincre à l'intérieur de nos groupes de l'opposition, et on le ferait mieux si cette démarche technique était conduite comme l'a été, par exemple, sur 1999-2001, la préparation à l'époque par Didier Migaud et Alain Lambert, et moi-même du côté du Sénat, de la loi organique sur les lois de finances. Moi, je crois que l'on aurait tout intérêt, sur un texte de ce genre, concernant nos méthodes de travail, à éviter trop de politique politicienne. Bien. En tous les cas, vous vous engagez à voter ce texte, ce traité européen. Gaëtan Gorce, comment est-ce que vous imaginez, vous, d'associer l'opposition, puisque vous aurez besoin de renforts venus du camp d'en face? Je pense que tous ceux qui ont le souci des responsabilités et qui comprennent la situation du pays n'hésiteront pas à soutenir ce traité. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas justifier certaines réserves ou certaines critiques. Pour le coup, on voit qu'il est le résultat d'un compromis. Le véritable enjeu, c'est après. C'est-à-dire que dès lors que l'on a décidé de s'impliquer dans une démarche qui vise effectivement à sauver la zone euro et à rétablir l'équilibre de nos finances, il faut que nous sachions créer une mobilisation des forces politiques, sociales à l'échelle européenne pour faire basculer le rapport de force qui est aujourd'hui manifestement en faveur d'un courant conservateur qui fait de l'austérité le b.a.-ba de la politique européenne, ce qui n'est pas envisageable pour l'avenir. Est-ce que ça n'est pas l'austérité qui nous a été annoncée par le chef de l'État? Non, je crois que le chef de l'État a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il nous a rappelé quelle était la réalité dans laquelle se trouvaient les comptes du pays et qu'il fallait faire un effort et que cet effort devait être partagé. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'il se fixe comme objectif. Aujourd'hui, la rigueur, c'est un moyen pour redresser nos comptes et ensuite mener une politique de réforme. Ce n'est pas un objectif, l'austérité. C'est ça que je dénonce. Philippe Marigny, qu'est-ce que vous pensez des hausses massives d'impôts et des économies budgétaires qui ont été annoncées par le chef de l'État? Alors, nous sommes sur le même chemin de convergence, vers 3% à la fin de 2013, mais nous n'utilisons pas les mêmes méthodes, les mêmes ingrédients. Et sur les plus de 30 milliards d'efforts, seulement un tiers à venir des économies sur les dépenses publiques, de la modération des dépenses publiques, 2 tiers d'une fiscalité nouvelle. Vous auriez fait l'inverse? Alors que dans le programme de François Hollande pour le quinquennat, pour autant qu'on puisse l'analyser et le comprendre, c'était moitié-moitié. Et je trouve que ce retour en arrière est un mauvais signal. Donc François Hollande a le courage de faire ce qui n'a pas été fait par le passé, c'est-à-dire de mettre en ordre nos comptes. On a fait beaucoup de promesses, notamment le candidat sortant lors de la présidentielle. Il en avait fait beaucoup aussi dans les années qui ont précédé. Il a accordé les avantages fiscaux qui n'étaient manifestement pas en mesure de financer, c'est-à-dire ce budget que nous devons aujourd'hui solder. Je pense que François Hollande fait preuve de responsabilité. On ne peut pas inviter les Français par des mesures trop brutales, celles-ci sont dures, par des mesures trop brutales, en réduisant les moyens des services publics. On ne peut pas leur indiquer
que la seule perspective sera la montée du chômage et le ralentissement de l'activité économique. Il faut donc à la fois mêler le prélèvement fiscal, notamment sur ceux qui sont les plus aisés, et une réduction des dépenses, mais ne pas tout faire supporter eux-mêmes par l'impôt ou par la réduction des services publics. Ce serait injuste. Vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'on ne peut pas modifier cette perspective de réduction du déficit public à 3% en 2013. Aujourd'hui, on entend des économistes de tous bords dire « ça nous mène tout droit à l'austérité ». Je crois que cet objectif n'est pas en soi tenable si on le considère comme étant le déficit conjoncturel et structurel. S'il s'agit du déficit structurel, c'est-à-dire au fond du déficit que produirait notre économie, notre budget hors la crise, alors effectivement, il faut prendre des mesures de fond. S'il s'agit au contraire de prendre en compte les effets de la crise et de considérer que ces 3% sont un objectif qui doit être atteint coûte que coûte, alors effectivement, les risques seraient trop grands. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura des révisions qui seront décidées à l'échelon européen dans les prochains mois, parce que la réalité exigera de soutenir le pouvoir d'achat, l'économie, l'activité de nos économies. Est-ce que les mesures annoncées sur le plan fiscal, Philippe Marini, seront suffisantes, selon vous, pour atteindre cet objectif? Ou est-ce qu'il faudra encore charger la mule du contribuable? On regardera les estimations. La loi de finances sera examinée avec précision. Bon, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais il est très vraisemblable qu'en 2013, comme en 2012, comme en 2011, comme en 2010, comme en 2009, en cours d'année, il y aura des lois de finances rectificatives. Parce que si l'on sort des clous, il faudra bien y rentrer. Il faut savoir que si nous voulons rester arrimés au bloc sérieux de la zone euro, nous devrons nous soumettre à une surveillance multilatérale par nos pairs, par les autres États européens. C'est une question de crédibilité. Notre crédit en dépend, les conditions de nos financements. Et si nous sortons des clous, nous le paierons très cher et nous aurons à faire encore beaucoup plus de sacrifices. Est-ce que vous voterez, Philippe Marini, les emplois d'avenir comme Jean-Pierre Raffarin? Oui. Chaque gouvernement émanant de chaque majorité a créé des emplois aidés. Au demeurant, au début de 2012, nous en avons créé. Nous avons augmenté les crédits pour cela. Parce qu'il n'était pas question de réduire cet effort au début de l'année 2012. Chaque gouvernement a fait la même chose. Alors, bien sûr, c'est une mesure symptomatique. Elle ne corrige pas le mal, mais elle peut contribuer à rendre l'espoir à des gens exclus de l'emploi. Et de ce point de vue, comme maire, à une dose raisonnable, bien entendu, j'ai toujours été utilisateur de contrats aidés, à commencer par les premiers qui étaient les TUC et qui, je crois, remontaient à M. Fabius. Donc vous êtes cohérent avec vous-même, vous les utiliserez, ces emplois d'avenir, et vous les voterez. Gaëtan Gors, comment est-ce que vous accueillez? Et je critiquerai le gouvernement, bien entendu. Et néanmoins, vous les critiquerez. Oui. Écoutez, la sagesse est toujours bonne à prendre, même si elle est tardive, parce que la critique de la droite et donc de l'opposition actuelle sur les emplois jeunes a été tellement virulente qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est bien que l'opposition revienne à plus de sagesse et considère qu'on a besoin de ces outils pour aider les jeunes à retrouver une perspective. Ceci dit, je veux corriger une faute, une erreur de M. Marini. Les crédits destinés aux emplois aidés ont été peut-être inscrits dans le budget 2012, mais entièrement consommés avant les élections présidentielles, ce qui fait que dans le département aujourd'hui, le gouvernement doit trouver des solutions pour prolonger les contrats existants, ce qui met beaucoup de personnes en difficulté du fait des décisions qui ont été prises par la majorité précédente. On aurait pu en ajouter dans la loi de finances rectificative au lieu de financer d'autres mesures dispendieuses, parce qu'on a commencé ce quinquennat en chargeant la barque sur un certain nombre de sujets. Allez, je vais vous demander dans un instant votre avis sur le mariage gay, puisque c'est le sujet que nous allons aborder. La ministre de la Justice ce matin, dans une interview à La Croix, a dévoilé en effet son projet, prenant d'ailleurs de vitesse la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. Le droit des homosexuels au mariage donc va être entériné au mariage et également à l'adoption. Cécile Sixou. Jérémy, en couple depuis plusieurs années, rêve de passer devant le maire. Avec son ami David, ils ont même déjà franchi le pas, mais à Las Vegas. Un contrat sans valeur, alors la nouvelle loi reconnaissant le mariage homosexuel, il l'attend avec beaucoup d'espoir. Dès que le mariage est promulgué, on envoie les faire-part direct. Et pour nous, ça sera juste une question de temps, d'organisation, mais pour nous, le mariage, ça sera pour demain. La deuxième étape, ça sera de
donner de l'amour à quelqu'un d'autre, donc tendre vers l'adoption. L'adoption, justement, la garde des Sceaux souhaite un accès aux procédures identiques pour tous. En revanche, Christiane Taubira exclut du dispositif la procréation médicale assistée au sein du couple lesbien. Une disposition défendue par la sénatrice Esther Benbassa. La sénatrice écologiste va même plus loin en souhaitant l'ouverture de l'adoption aux couples pacsés et concubins. Une manière d'interpeller le gouvernement, car pour le moment, rien n'est scellé. Eh bien justement, donc la sénatrice écologiste Esther Benbassa, nous l'accueillons sur ce plateau. Bonsoir, et merci d'être avec nous. C'est l'un de vos combats, donc ce mariage entre personnes de même sexe. Mais d'abord avec nous Delphine Girard. Bonsoir Delphine. Aidez-nous d'abord à y voir plus clair, parce que je vois un mariage, 2 projets, une proposition. Oui Michel, vous l'avez dit, il y a 2 projets, un d'origine gouvernementale, et ça signifie bien qu'il y a compétition entre 2 ministres, 2 femmes en l'occurrence, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, et Dominique Bertinotti, ministre de la Famille. Et puis vous en avez parlé, vous en parlerez dans un instant, la proposition de loi donc d'Esther Benbassa. Alors que se passe-t-il Michel? Christiane Taubira, on a l'impression qu'elle va reprendre la main sur ce dossier. Elle a dévoilé, vous l'avez dit, dans les colonnes du journal La Croix, un journal catholique opposé à son projet, eh bien, les grandes lignes de ce texte qui ne sera discuté présenté en Conseil des ministres que fin octobre. Dominique Bertinotti a minimisé tout au long de la journée. Ce n'est qu'un pré-projet, a estimé la ministre de la Famille, qui a quand même demandé l'arbitrage du président de la République et du Premier ministre. On nous avait annoncé la fin des couacs. Eh bien non, la fin des couacs, Michel, ça ressemble quand même à un cafouillage au sein du gouvernement. Ça nous fait penser à ce qui s'était passé pour le harcèlement sexuel. Donc François Hollande qui voulait donc minimiser et stopper les couacs, il l'a dit dimanche soir lors de son intervention télévisée. Visiblement, le message n'a pas été reçu. Alors au milieu de tout ça, il y a votre proposition de loi, Esther Benbassa. Les Verts publient les bancs, on a l'impression un petit peu avant l'heure, en jouant un rôle d'aiguillon avec cette proposition de loi qui est proche des attentes des associations homosexuelles. Alors Esther Benbassa, en quoi votre projet diffère-t-il de celui de Madame Taubira par exemple ou de Madame Bertinotti? Le mien, il va plus loin et ensuite, je l'ai préparé avec les associations. J'ai fait plusieurs heures d'audition. Je connaissais un petit peu le sujet et je ne me suis pas lancée comme ça dans le vide. Donc, c'est pour cela probablement que les associations soutiennent notre projet. Le projet d'Europe Écologie Les Verts, je me suis située dans la foulée verte qui avait quand même déposé énormément de lois. Tout le monde propose la même chose, évidemment. Non, attendez, j'allais dire la base quand même, l'ouverture du mariage au couple. Là, vous n'allez pas me démentir. L'ouverture du mariage au couple donc de même sexe, avec l'adoption à la clé. Là, bien sûr, les 2 projets du gouvernement, votre proposition se rejoignent. Pas tout à fait? Non, pas tout à fait, puisque sur l'adoption simple et plénière, je demande également qu'elle soit ouverte aussi bien pour les pacsés que les concubins, puisqu'on ne va pas quand même imposer le mariage, parce qu'il y aura une loi sur le mariage. Si les gens ne veulent pas se marier, ils ne se marient pas. J'ai introduit aussi la procréation médicalement assistée. Ça ne figure pas effectivement dans le texte de Mme Taubira. Bien sûr, et qui était une des grandes demandes des associations, puisque les femmes lesbiennes, elles vont en Belgique. On appelle ça les bébés Thalys. Voilà. Elles vont faire leurs enfants en Belgique. Et aussi, j'ai introduit la possibilité donnée aux parents qui ont des enfants par gestation pour autrui, qu'ils ou qu'elles puissent inscrire ces enfants sur l'état civil. Est-ce que vous pensez que, c'est ce que semblent indiquer les sondages dans tous les cas, que l'opinion publique en France est mûre pour ce mariage entre personnes de même sexe, qui est déjà en application dans d'autres pays européens? Oui, les dernières statistiques montrent que 63% des Français sont d'accord. Et quant à la parentalité, 43% des femmes et plus de 30% des hommes, donc gays et lesbiens, je termine, sont pour la parentalité. Donc ça montre quand même que ce sont des sujets sociaux et le droit civil doit être dépoussiéré. Il ne peut pas continuer comme ça à ne pas suivre l'évolution de la société. Dépoussiérage, dites-vous, certains disent que là, on bouleverse une institution qui a plusieurs siècles. Aujourd'hui même, Monseigneur 23, archevêque de Paris, a dit qu'il allait essayer de se mobiliser pour peser sur les débats et les réorienter, on le sait,
hostile au mariage gay. Il est hostile, mais d'après nos travaux, les catholiques ne sont pas tous contre le mariage entre personnes du même sexe, parce que parmi les catholiques, il y a aussi des lesbiennes, des gays, etc., des trans. Réclame à nouveau aujourd'hui un référendum, Christine Boutin. Ça ne vous fait pas peur, puisque vous dites que l'opinion est avec vous? Enfin, l'opinion est prête. Je ne sais pas si l'opinion est avec nous. En tout cas, on fait du travail, on fait des réunions, on explique la loi, parce qu'il faut être pédagogue, il faut expliquer, parce que tout le monde a peur pour les enfants. Je vais vous dire, s'il n'y a pas mariage, les enfants nés par PMA ne sont pas protégés. Procréation médicalement assistée. Oui, ni les enfants des conjoints adoptés, parce qu'il n'y a pas d'adoption, donc on n'a que l'autorité parentale. Et qu'est-ce qu'il arrive? Je sais pas, le parent social meurt. L'enfant ne peut pas hériter. Donc on est là aussi pour défendre les enfants. C'est un sujet de société qui transcende les clivages idéologiques traditionnels. Oui, je ne sais pas, il faut voir les statistiques de personnes qui se marient à l'église. Je me place dans la perspective du vote, évidemment, Esther Bien sûr, Benbassa. vous avez tout à fait raison. Mais moi, je me dis que, je sais pas, la majorité des Français se marient à la mairie, donc ce n'est pas une question de religion. On a dit la même chose pour le divorce dans le passé, pour le vote des femmes. D'accord. Voilà. Alors, Philippe Marini vous écoute très attentivement. Je rappelle qu'il est sénateur maire de Compiègne. Il sera obligé, une fois que la loi sera votée, de procéder à des mariages entre personnes du même sexe. Vous êtes prêt, Philippe Marini? Personnellement, je ne célébrerai jamais un tel mariage, à titre personnel. Jamais. Clause de conscience, n'est-ce pas? Je suis totalement opposé à cette évolution de la législation pour des raisons de conviction profonde, pour des raisons religieuses, et aussi parce que je pense qu'un enfant est beaucoup plus apte à affronter la vie lorsqu'il est dans une famille équilibrée, avec un père et une mère. L'équilibre, on le trouve aussi entre deux personnes du même sexe. C'est ma conception, c'est une conception sur laquelle je ne transigerai pas, et je pense que le PACS offre un cadre de solidarité financière, fiscale et patrimoniale qui peut éventuellement être aménagé sur tel ou tel point, mais qu'il faut absolument s'en tenir là. Mais le PACS ne protège pas les enfants, monsieur, je ne voudrais pas vous contredire, parce que lorsque vous adoptez, enfin si le conjoint ou la conjointe, ou le PACSé ou la PACSée veulent adopter l'enfant de leur partenaire, et le parent biologique perd ses droits. Donc, ils ne peuvent pas l'adopter. Les enfants sont encore moins protégés avec le PACS, et c'est pour cela qu'on demande le mariage, mais on demande aussi que le PACS aussi donne cette possibilité. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ma préoccupation n'est certainement pas de favoriser la procréation médicalement assistée pour des couples entre personnes de même sexe. Pardonnez-moi, je suis cohérent avec les convictions que je défends. Voilà, donc les positions restent bien sûr tranchées. Un mot, Gaëtan. Vous voterez, vous, Gaëtan? Moi, je le voterai sans hésiter. Je suis opposé à toute forme de discrimination. Le mariage est un acte légal. Pourquoi est-ce qu'on différencierait les gens selon leur sexe dès lors que l'affection et le sentiment est là? Très bien, donc débat à suivre. On va encore beaucoup en parler dans les semaines qui viennent, puisque ça arrivera à la fin du mois d'octobre, Delphine, vous nous avez dit, en Conseil des ministres. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. La question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h aujourd'hui, la fermeture de l'usine d'Aulnay de PSA, vous paraît-elle acceptable? Vous avez répondu non à 54%, oui à 39%. Quelques images pour conclure cette édition. La manifestation Talent des Cités que vous suivez chaque année sur Public Sénat, n'est-ce pas, Esther Benbassa? Ce sont des initiatives de jeunes des quartiers difficiles qui sont mis en lumière. Eh bien, elle va connaître une année encore de plus forte exposition, puisque Public Sénat, on le voit, a renouvelé son accord avec France Télévisions. C'est une manifestation que vous suivez attentivement et à laquelle vous participez. Merci. À 22h, Sonia Mabrouk. C'est la chaîne qui monte. Oui. Exactement. Bonsoir à tous.
Comment les Américains entretiennent-ils le souvenir du 11 septembre 2001 ? 10 ans après, des survivants et des proches des victimes se relaient pour guider les touristes du monde entier autour de Ground Zéro. Des visites chargées d'émotions. Memoryland, samedi à 22h sur Public Sénat.